députée. On va parler en tout début d'émission du mouvement Idle No More, ce qu'on appelle le printemps indien au Canada, qui est en train de s'étendre au Québec, même à la région de Montréal. J'accueille avec plaisir notre panel de commentateurs aujourd'hui. Isabelle Maréchal, animatrice au 98.5 FM, chroniqueuse au Journal de Montréal, sa première à l'émission, une nouvelle collaboratrice. Isabelle, bonjour. Bonjour, Richard. Avec plaisir que je t'accueille. J'adore ton franc-parler dans le journal. Merci beaucoup, Isabelle. Autre femme que j'aime beaucoup, ma blonde va être en maudit, Louise Beaudoin, ex-députée du PQ, ex-ministre du PQ. Louise Beaudoin, bonjour, de retour d'un long séjour en Argentine. Bonjour, Mme Beaudoin, merci d'être là. Mathieu Bock-Côté qui va se joindre à nous dans quelques temps, sociologue, chroniqueur au Journal de Montréal et blogueur. Donc, nous allons parler du mouvement autochtone, le mouvement Idle No More, qui fait couler beaucoup d'encre. Et d'ailleurs, sur notre page Facebook, les commentaires sont extrêmement tranchés. Beaucoup d'Autochtones qui nous ont écrit en disant « Vous ne comprenez rien à notre situation, vous nous critiquez trop ». Écoutez, il y a plein de questions qu'on peut se poser. J'aimerais avoir, premièrement, Louise Beaudoin, vos réactions, là, vraiment... vos réactions à ce qui se passe exactement? Bien, d'abord, je pense qu'il y a moyen de s'entendre aussi avec les Autochtones. Je vous rappelle tout simplement qu'il y a eu, au moment où Bernard Landry était premier ministre, une très grande avancée avec la paix des braves. Il ne faut pas penser qu'il y a seulement des problèmes et puis il y a des choses qui sont catastrophiques dans nos relations avec les Autochtones. Est-ce que ça se peut qu'on ait de meilleures relations avec les Autochtones que le Canada? C'est-à-dire, on a tendance plus à les traiter d'égal à égal, étant donné qu'on veut se faire traiter d'égal à égal. Donc, on peut peut-être mieux se mettre dans leurs souliers, dans leurs bottines. Oui, ça a commencé avec René Lévesque, qui a reconnu, le premier gouvernement du Québec, qui a reconnu l'existence même des nations autochtones, de 11 nations. C'est le gouvernement de René Lévesque. Et puis ensuite, mais il y a eu M. Bourassa aussi, avec l'accord de la baie James, mais ça, c'est avec les cris. Hein? Bon. Et je pense que les cris, honnêtement, je connais pas ça, là, je suis pas une spécialiste là, totale de ces affaires-là, mais il me semble sortis d'affaires. En tout cas, ils sont en affaires. Et puis, ils réussissent comme communauté. Les Inuits aussi. Alors, il y a, bien sûr, des problèmes, on le sait. Les Hurons aussi, les Hurons voilà, à Wendake, à côté de Québec. Je les oubliais parce que moi qui suis né à Québec puis qui ai vécu 40 ans à Québec, ils étaient comme intégrés, justement. Isabelle, il y a le côté aussi là, si on est près d'une ville ou si on n'est pas près d'une ville, en fait, les réserves qui sont très loin vivent les mêmes problèmes que tous les petits villages et les petites communautés qui se situent très loin des grandes villes et donc qui ont des problèmes avec le développement économique. Ah, tout à fait. Je pense qu'il suffit d'aller sur une réserve autochtone pour se rendre compte que nous, comme Québécois, on ne voudrait pas vivre là. C'est peut-être pour ça qu'on leur a concédé ces terres-là. C'est des terres arides où ils ne poussent pas grand-chose. Tu voudrais faire de l'agriculture, que c'est pas des terres arables. C'est vraiment des terres où on s'est dit, bien, finalement, laissons-les aller. On va mettre les Autochtones, ils s'arrangeront. Tu vas là, les maisons ne sont pas finies. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes sur les réserves autochtones. Et c'est vrai que les Autochtones qui t'ont écrit ont raison de dire qu'on ne comprend pas leur situation. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'ouverture. Moi, je suis toujours surprise de voir que la majorité de Québécois, qui pourtant revendiquent la même autonomie que les Autochtones, la même liberté, le même fait d'être une nation reconnue par rapport au Canada, entre autres, je trouve qu'on est vraiment réfractaire et qu'on devrait... Et c'est vrai qu'il y a eu la paix des braves en 2002, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées, puis je le disais dans un article du journal il n'y a pas longtemps, que c'est vrai qu'ils ont un rapport plus business, entre autres les cris, mais pour tous les autres. Et tu disais, nous, on a un meilleur rapport, mais on a eu des plus grands conflits. Je pense que la crise d'Oka a été majeure pour nous. Il y a un policier de la Sûreté du Québec qui est mort. On l'a vécu. Mais Isabelle et Louise Beaudoin. Oui, Louise Beaudoin, c'est parce qu'aussi, là, il y avait un clash entre deux minorités. On se voit comme la minorité au Canada. Et là, soudainement, il y avait une autre minorité qui voulait prendre notre place. Il y avait comme une chicane entre deux minorités, savoir... Oui, mais on se garochait des roches sur le pont Mercier aussi, là. Puis on négociait avec des foulards. Enfin, il y a eu... Ça a été élevé, là. Je pense qu'il faut se rappeler ça.
Je pense qu'on vit encore dans le stigmate de la crise d'Oka au Québec. C'est pour ça qu'on a peut-être au niveau politique, et là, Mme Beaudoin peut-être peut intervenir, mais je sais qu'au niveau plus population, c'est là où il faut qu'on s'ouvre, parce que c'est vrai que ce mouvement Idle No More, si on ne s'ouvre pas au Québec, comme le fait pas d'ailleurs le reste du Canada, on va avoir le même genre de problème à terme. Mathieu Bock-Côté, est-ce que ça se peut que, oui, l'ennemi extérieur, peut-être que le gouvernement Harper, dans les changements qu'il veut faire à la loi, peut-être qu'effectivement, ça menace certaines communautés, mais il y a un ennemi aussi intérieur dans les réserves, et ça serait bien aussi que les gens, pas seulement critiquer le gouvernement Harper, les gens des communautés, mais qui critiquent aussi leur propre conseil de bande en disant, écoutez, si vous ne faites pas le ménage, dégagez. Oui, bien, je crois que ça, on est dans l'angle mort de la question amérindienne ici, c'est-à-dire l'espèce de mentalité victimaire qui fait en sorte que le partage des rôles est établi. D'un côté, il y a le méchant, c'est-à-dire l'État fédéral, le capitalisme, l'homme blanc, entre guillemets, et de l'autre côté, il y a la victime absolue qui n'a aucune emprise sur son destin, et là, c'est la figure ici de l'Amérindien. Et à partir de ce moment-là, on dit tout le malheur qui peut arriver, le mauvais sort des Amérindiens ne s'explique que par la mauvaise intention, la mauvaise volonté du pouvoir qui les opprime. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir de la mentalité victimaire en disant si effectivement l'histoire n'a pas été tendre envers les Amérindiens, inversement, ils ont, à travers les conseils de bande, ils ont quand même une emprise sur eux-mêmes. Et je dirais qu'une part de responsabilisation dans ce débat, c'est une part d'autocritique. Donc, est-ce que les Amérindiens peuvent aussi critiquer leurs conseils de bande, peuvent aussi dire on est mal gouverné par ceux qui prétendent nous servir? Autrement dit, les conseils de bande se servent très bien eux-mêmes, mais servent-ils bien les peuples qu'ils prétendent servir? Mais Mathieu, je pense que c'est l'angle mort du débat en ce moment. C'est une invention de Blanc, le conseil de bande, si je peux me permettre. Un instant, c'est-à-dire une invention de Blanc. La politique des réserves est une très mauvaise politique, ça, tout le monde en convient. Mais l'autre côté, c'est que c'est comme s'il n'y avait jamais aucune autocritique qui n'était possible dans les nations amérindiennes. Mais donc, qu'est-ce qu'ils le veulent, tort les serait Amérindiens toujours du point de eux-mêmes? vue des méchants Blancs. Louise Beaudoin. Mais les Amérindiens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent vivre encore dans des réserves? Est-ce qu'ils veulent continuer cette vie-là qui les a menés où ils sont là, pas pour un certain nombre de communautés dont on parlait tout à l'heure, particulièrement les Cris, dont on a l'impression qu'ils se sont pris en main. Ils ont eu des leaders forts, des leaders qui les ont amenés là où ils sont aujourd'hui, avec justement des ententes avec les différents gouvernements, particulièrement le gouvernement du Québec. Mais quand on voit ce qui se passe sur un certain nombre de réserves, on se demande, mais veulent-ils vraiment vivre comme cela, avec les taux de suicide pour les jeunes, avec le décrochage scolaire déjà que le nôtre n'est pas si, comme vous savez, génial. Là, on n'est pas J'imagine, un grand exemple à donner. C'est un cercle vicieux. Il y a un cercle vicieux incroyable aussi. Je pense qu'il faut reconnaître ça. Puis je pense que c'est vrai, Mathieu Bock-Côté a un peu raison tout de même quand il parle de la victimisation. C'est vrai qu'ils ont été longtemps là-dedans, mais c'est pas tout le monde. Puis je pense qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des universitaires parmi les Autochtones. Il y a des députés fédéraux qui sont autochtones. Si vous allez, par exemple, c'est vrai que c'est particulier. Si on prend la situation des Mohawks autour de la région de Montréal, il y a des Mohawks qui vont vous dire que la moitié de Montréal, c'est pas toute la région leur appartient via les traités qui ont été signés il y a longtemps. C'est sûr qu'il y a des revendicateurs très de droite, mais je veux dire, il y en a chez les Québécois aussi. Puis il y en a d'autres qui sont tout à fait intégrés dans la société québécoise. Tout à fait, c'est pas un bloc. Qui ont du sang indien, là. Il faut le rappeler, les communautés autochtones, c'est pas un bloc monolithique non plus. Ils ne changent pas tous pareil. Ils sont comme les Québécois. Mathieu, on revient tout de suite après la pause. Oui, c'est un peu une généralisation, ce qu'a dit Mathieu, oui. Après la pause. La sécurité, un investissement pour la vie. Ici Marcel Bouchard. Au nom de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, laissez-moi vous parler des 5 S. D'abord, sillonner les sentiers balisés à la vitesse indiquée. Ensuite, s'abstenir de boire et conduire. Serrer à droite en tout temps, s'immobiliser aux traverses de route et suivre en respectant une distance raisonnable. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec vous dit « Soyez prudents et on vous aura avec nous longtemps. Profitez de l'hiver. » Chaque heure, le tabac tue un fumeur au Québec. C'est la première cause de mortalité évitable. Il est temps que ça change. Partageons notre volonté de bâtir un Québec sans tabac. Ensemble, réagissons. Hyundai Gabriel, c'est une équipe d'experts passionnés qui vous offre un choix de modèles parmi les plus populaires sur le marché. Hyundai Gabriel vous en met plein la vue. Sur Henri Bourassa Est, près du pont de la 25. Hyundai Gabriel.
Et si vous pouviez profiter des performances d'un système de musique standard sans pour autant vous compliquer la vie? Voici le système de musique Wave 3 de Bose. Découvrez notre technologie exclusive d'enceinte à guide d'onde. Grâce à elle, ce petit modèle surclasse de nombreux systèmes plus grands et plus chers. Et il y a mieux encore. Les nouveaux contrôles tactiles simplifient l'utilisation et le nouveau syntonisateur FM/AM améliore la réception radio. De plus, vous pouvez programmer 2 alarmes et vous réveiller au son de votre musique préférée. Ajoutez le changeur multi-CD et écoutez vos CD pendant des heures sans interruption. Ou bien ajoutez la station d'accueil pour écouter votre iPod ou iPhone et le recharger en même temps. Commandez votre système d'ici le 28 février et recevez la station d'accueil d'une valeur de 119 $ gratuitement. La livraison par courrier est gratuite. Appelez-nous pour une offre d'essai sans risque de 30 jours. Le système de musique Wave 3, simplicité, élégance, performance. Une exclusivité Bose. Alors, on a Daniel au bout du fil. Daniel, on vous écoute. Vous en pensez quoi? Ben moi, je suis totalement en accord avec qu'on devrait abolir les réserves autochtones. Moi, je demeure à Val-d'Or, puis il y a la petite communauté autochtone du Lac-Simon, c'est des Algonquins. Puis, depuis le 28 juillet 2009, il y a eu 14 suicides. 14 suicides. D'enfants, puis c'est épouvantable. Moi, je suis allé faire la marche du suicide. Là, tous les 28 juillet, là, les mères des suicidés organisent une marche pour les enfants qui se sont enlevés la vie. Puis à chaque maison, ils arrêtent puis ils mettent un lampion, puis ils font une petite prière, puis ils racontent un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis à des fois, à des maisons, il y en a qui se sont suicidés, deux de la chouette, là, deux en même temps. Là. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Isabelle, quand on dit qu'on ne connaît pas la réalité quotidienne des communautés. Non. On a un tiers-monde au sein même de notre province, de notre pays, et on s'en fout un peu. Tout à fait. Moi, je pense que c'est grave ce qu'on vient d'entendre comme témoignage, parce que d'abord, ça nous prend au cœur parce que là, on parle de suicide d'enfants. Évidemment, c'est tellement complexe, le problème autochtone, puis on a l'impression qu'ils sont très différents de nous, mais quand on va dans certains quartiers ou dans certaines petites municipalités au Québec, là où il n'y a pas beaucoup d'éducation, là où il y a des problèmes culturels aussi, des problèmes socio-culturels, mais c'est décuplé là, pour la question autochtone parce que leur langue, c'est ni le français ni l'anglais, on l'a oublié. Je veux dire, on parle beaucoup, on a beaucoup réagi sur les enfants de Duplessis, puis avec raison, mais on oublie la question des pensionnats autochtones. Stephen Harper s'est excusé il y a quelque temps, mais les pensionnats autochtones, moi, j'ai reçu des témoignages de jeunes filles qui se sont fait laver la langue et la bouche avec du savon pour leur sortir leur langue maternelle. Si on faisait ça à des Québécois, là, on n'en reviendrait pas. On leur a coupé les couettes parce qu'on leur a rentré dans la gorge notre façon de vivre. Et ils ne sont pas capables encore d'accepter ça, je pense. Mais Mathieu Bock-Côté, là, pour revenir au témoignage qu'on a entendu, les suicides et tout ça, que font les conseils de bande? Alors, sur la réserve de Mme Teresa Spence, là, on le sait que l'année dernière, la Croix-Rouge a dû débarquer pour aider justement des enfants qui vivaient dans des conditions épouvantables, alors que dans cette réserve-là, on a une énorme patinoire de grandeur olympique. C'est aussi la responsabilité des conseils de bande à faire attention à ce que les gens soient bien dans leur réserve. Ben, c'est pour ça que je dis, par rapport au témoignage qu'on vient d'entendre, il est absolument émouvant. C'est-à-dire c'est difficile de ne pas d'un coup sentir à quel point il y a une misère immense qui arrive dans ces tiers-mondes intérieurs que nous connaissons. De l'autre côté, tout ce que je disais tantôt et qui ne me semblait pas si généralisé que ça, c'est qu'il y a l'autocritique organisée. J'entends des mouvements politiques dans les nations amérindiennes. D'ailleurs, on ne peut parler des nations amérindiennes qu'au pluriel. Hein. C'est-à-dire il n'y a pas un peuple amérindien, il y a plusieurs nations amérindiennes. Ce qu'on constate souvent, c'est que la critique se dresse plus facilement et plus spontanément vers l'État fédéral, vers l'État provincial, que vers les administrations locales, peut-on dire. Or, me semble-t-il, est-ce que ce sont les administrations, on l'a vu à Tawa-Piscat, qui sont absolument à l'abri de toute critique? Est-ce qu'on peut véritablement dire que l'argent, qui est quand même considérable, qui est souvent remis, est si bien géré qu'il ne mérite aucune critique? Est-ce qu'autrement dit, les nations amérindiennes ne peuvent pas quelquefois être sévères aussi envers leurs propres leaders qui les servent mal? Parce que s'il est vrai, et puis ça, personne ne le contestera, qu'il y a une responsabilité des gouvernements, des Blancs, pour le dire ainsi, dans le mauvais
l'essor des nations amérindiennes. Est-ce qu'il y a une part d'autocritique dans le débat public? Il faut dire qu'on ne l'entend pas beaucoup, cette part d'autocritique. Je vois pas en quoi c'est de la généralisation abusive que de constater que chaque groupe a intérêt à être sévère quelquefois envers lui-même. Louise Baudouin, j'aimerais vous entendre réagir à ça. Bien, moi, je pense, en tout cas, qu'il faudrait aussi, de notre côté, là, que l'on... D'ailleurs, moi, je pense que j'ai un peu de sang amérindien, là, quand je me regarde, là. Je trouve que... Parce qu'il paraît qu'il y a 40 de niveau joie, des historiens très sérieux nous ont dit ça. Mais j'aimerais qu'on valorise, en quelque sorte, cet héritage-là, qui est aussi le nôtre. Et vous le disiez, Richard, j'arrive, d'Argentine, d'Amérique latine. Il y a eu des grands empires, Incas, Mayas, Aztèques, etc. J'ai vu les plus beaux musées d'Argentine puis du Mexique sont des musées consacrés, justement, à la culture amérindienne et à tout ce que ça a apporté. Et je me disais, mon Dieu, ces Amérindiens-là, ces Autochtones-là doivent être fiers de ce qu'ils sont. Ça les valorise considérablement. Ici, j'ai l'impression que c'est pas ça qu'on a fait puis qu'on a voulu. Or, non seulement on partage le même territoire, mais on a partagé beaucoup de choses entre nous. Je comprends, mais il n'y a pas lieu. On s'est bien mélangé. Isabelle, il n'y a pas lieu aussi d'avoir, comme disait Mathieu tantôt, d'avoir une certaine autocritique aussi de la part de ces communautés-là. Mais je pense qu'elle se fait. Un chef comme Ghislain Picard, oui, il réfléchit, puis, mais c'est sûr, on a vu des images tout à l'heure avec le drapeau Warrior. On peut toujours parler de Kanesatake, qui, entre autres, n'est pas une réserve, qui est un territoire québécois. On a tendance à l'oublier, mais Kanesatake, c'est au Québec. Si on prend l'exemple de Kanesatake, ça n'en est pas une réserve. Fait que là, on abolirait quoi, là? On abolirait une partie du territoire québécois, on débarquerait dans ce coin-là, à côté d'Oka, puis on dirait, vous vous organisez plus comme vous organisez. On a la chienne d'y aller, là. On a essayé avec la police, la SQ, avec les policiers Mohawks, puis c'est un territoire qu'on ose encore à peine toucher. Alors, je pense que c'est difficile, mais une part d'autocritique, je pense qu'il y en a une déjà au sein de la communauté. C'est sûr que c'est pas tout le monde, mais là, en ce moment, ils protestent parce qu'ils disent « écoutez-nous ». Et je pense que c'est une protestation très valable. Il y a justement, au bout du fil, Julienne, qui est autochtone. Écoutez, on va l'écouter tout de suite après la pause. J'aimerais que vous réagissiez aux commentaires de Julienne après la pause. Alors, on a Julienne au bout du fil qui est autochtone. Madame, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Martineau. J'appelle parce que je suis vraiment d'accord avec vous quand vous dites que dans des communautés, il y a des conseillers et des chefs. Eux autres, là, ils gagnent leur vie, et même qu'ils font des augmentations de salaire présentement. Tandis que nous autres, les moins nantis, on est parqués dans des réserves. Là, des réserves, puis nos dirigeants, c'est vrai que nos dirigeants s'enrichissent. Moi, je donne l'exemple sur ma communauté, sur à peu près 2000 habitants sur la réserve, on a plus de 300 emplois, 300 employés qui travaillent pour nous autres. C'est aberrant. Moi, je trouve ça aberrant qu'est-ce qu'ils font avec notre argent, nos conseillers et nos chefs. Julienne, est-ce qu'il y a de plus en plus d'Autochtones comme vous qui commencent justement à vouloir dénoncer cette situation? Oui, on le fait, sauf que souvent, comme chez nous, souvent, on nous interdit de parler, même des fois qu'on se fait menacer de perdre notre emploi, parce que si on se défend, on perd notre emploi au conseil de banque. Merci beaucoup, Julienne. Mathieu, ça amène de l'eau à ton moulin, ça. Oui, je m'en désole d'ailleurs, si je puis dire. Personne ne se réjouit de telles situations. Mais c'est pour ça, par rapport à la question amérindienne, là où il me semble une posture qu'on doit éviter, c'est la posture qui consiste à dire il y a les gentils et les méchants. Et me semble-t-il que quand on voit le débat en ce moment, il y a une espèce, c'est comme si on décidait de refaire un western avec les cow-boys et les Indiens, mais on avait changé les rôles. Les gentils et les méchants ne sont plus les mêmes. Or, me semble-t-il que c'est une question si complexe, avec une pluralité de nations amérindiennes. Ça, c'est une chose qu'on doit rappeler. L'Amérindien, en général, n'existe pas. Il y a plusieurs nations amérindiennes qui ont chacune leur culture, leur histoire, leurs institutions et ainsi de suite. Et tant qu'on n'aura pas une conscience vive de cette complexité
complexité profonde de la situation, j'ai l'impression qu'on va souvent se permettre des jugements lapidaires qui échappent bien des nuances et qui échappent bien des zones de gris. Louise Baudouin, vous connaissez bien la France. Vous savez, ce qui s'est passé en France, une très grande population musulmane. Et là, le gouvernement a dit comment dealer, comment négocier avec cette population-là. On va nommer certains porte-parole, certains imams. Tiens, eux autres vont être les représentants de la population. On n'aurait plus besoin de négocier avec la population directement. On va négocier avec ces gens-là. Et là, on a comme livré la population musulmane à ces imams-là qui font à peu près la pluie et le beau temps. Et moi, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose qui se passe. C'est-à-dire que là, on va nommer des conseils de bande, puis on va donner de l'argent à ces conseils de bande-là. Notre job est fait. Après, ils se débrouilleront. Mais qui élit les conseils de bande? Il me semble, en tout cas, à moins que je me trompe, là, puis que vous me le disiez. Mais ce sont les citoyens de la réserve. Ben voilà. Alors, non, mais le fait là, de mettre sur pied, de dire c'est comme ça que ça va fonctionner, il va y avoir des conseils de bande, puis eux autres vont administrer pour vous vos affaires. C'est une façon, nous autres, de s'en laver les mains en disant on va pomper de l'argent au conseil de bande. Après ça, on ne fera même pas de suivi sur l'argent. Notre job est fait. Bonjour, débrouillez-vous. Ce que l'auditrice qui vient d'appeler disait est très juste. Cette dame qui est sur une réserve puis qui dit nous, on aimerait, puis on est menacés, puis c'est très vrai. Puis je parlais de l'exemple d'Oka tout à l'heure, ou de Kanesatake plutôt. À Kanesatake, là, après la crise d'Oka, il y a des Autochtones, des Mohawks qui voulaient parler. Puis c'est vrai qu'il y a des warriors, beaucoup qui venaient du Bronx à New York, d'ailleurs, qui étaient plus italiens que Mohawks, qui les ont menacés. Et c'est vrai que c'est très difficile pour eux. Mais on parle de la corruption autochtone. Nous, on a combien de monde à Montréal qui sont payés pour rien? Là? Et on a plus de conseillers municipaux puis de maires qu'il y en a dans une des plus grandes villes des États-Unis. La corruption, il y en a visiblement et malheureusement partout. Puis il y en a à pointer du doigt des Autochtones parce qu'il faudrait qu'ils fassent mieux que ce que nous, on fait. Et c'est là où on revient au mouvement. Je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue le portrait global, qui est de dire on a un vrai problème. On ne l'a pas réglé, malgré le fait qu'on peut reconnaître les nations. Puis c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Au Québec, il y en a 11 nations autochtones. Et c'est vrai que parmi les Hurons et les Mohawks, c'est pas forcément la... Il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent anglais. On n'a pas forcément le rapport. Difficile de négocier avec des Mohawks anglophones alors qu'on a plus de facilité avec les Montagnais. Là. On a Michel au bout du fil. Michel, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Par le passé, le peuple autochtone s'est quand même battu à nos côtés pour préserver l'intégralité du territoire canadien. Donc, il est temps, je pense, qu'on sorte des trivialités puis de l'ingratitude. Puis, au Québec, le gouvernement pourrait... S'ils sont capables d'arnacher des rivières pour engranger des profits faramineux, je suis certain qu'on est capable d'aller ne serait-ce qu'électrifier quelques réserves. Puis Mme Marois peut faire appel à M. Landry pour accélérer le processus. Merci beaucoup, Michel. Il y a toujours Michel. des solutions, en fait. Merci beaucoup, Michel. Mathieu, est-ce qu'on devrait plus leur donner plus d'autonomie à ces gens-là, moins les livrer pieds et mains liés à leur conseil de bande? Mais ça dépend de quelle autonomie on parle. C'est-à-dire, si abolir les réserves, pour plusieurs Amérindiens, ce serait une perte de la seule autorité qu'ils contrôlent, finalement. C'est ça le paradoxe ici. C'est-à-dire, c'est un système qui fonctionne mal, mais au moins leur appartient-il, certains diront. Et on va dire, certains répondent aussi, quand on veut abolir les réserves, faire des Amérindiens des citoyens comme les autres, on dit, vous voulez nous faire perdre nos droits culturels, nos droits collectifs, et ainsi de suite. Donc, on est dans une situation où il n'y a pas de solution simple. Puis j'ajouterais une chose qui n'est pas négligeable. Et il faut, que je parlais de la pluralité des nations amérindiennes, il faut aussi voir aussi que du point de vue même de l'histoire de l'Amérique, il y a différentes manières, des différents rapports qui sont constitués avec les Amérindiens. C'est-à-dire, le rapport des Français n'était pas celui des Anglais, qui n'était pas celui des Espagnols, qui n'était pas celui des Portugais. Donc, partout, la question amérindienne ne se pose pas de la même manière. Et au Québec, historiquement, ça vaut quand même la peine d'être dit, malgré la crise d'Oka, on a eu des rapports relativement plus harmonieux avec les nations amérindiennes qu'on peut le voir au Canada anglais souvent. Donc, encore une fois, l'histoire ici pèse. On a accepté d'avoir des rapports financiers, des rapports business, finalement. On leur a concédé des choses, en tout cas, concédé au niveau des ressources naturelles. Puis je pense que on va le voir. Là, on les a traités, Isabelle, comme des partenaires. Ben oui, puis je pense que c'est une bonne façon de faire. Je pense que le Québec peut être, puis on l'a dit au cours des derniers jours, peut être un exemple. Et Mathieu a raison, je rejoins tout à fait sur la question des réserves. Abolir les réserves, mais on les remplace par quoi? On les lance après, les Autochtones, on leur dit, vous
vous allez dans la ville? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on espère qu'on ne tombera pas dans une crise d'Oka, deuxième partie, avec un pont bloqué, des gens qui lancent des pierres, des gens qui lancent des roches, qu'on va pouvoir se parler et pas toujours être en confrontation. Et par des municipalités, il me semble qu'il y aurait là quelque chose à étudier par des municipalités, je veux dire, qui seraient contrôlées. Oui, ils refusent les gouvernements de Blancs. Alors que ça soit une ville, que ça soit un... pour ça qu'ils voulaient le gouverneur général, parce que pour eux, à la rigueur, c'est... Qui semble pour nous autres assez particulier, mais pour eux, c'est un symbole très important. Là, on tombe dans le ridicule. On s'en va à la pause, on revient et on parle d'Obama et de sa guerre contre les tueries dans les écoles. Alors, Barack Obama a annoncé une série de mesures pour lutter contre la violence par les armes à feu. Écoutez, il y en a plusieurs mesures, mais on veut, entre autres, s'assurer que ce soit plus difficile d'acheter une arme à feu parce que, comme Serge Bergeron nous a écrit sur notre page Facebook, acheter une arme à feu aux États-Unis, c'est comme acheter un sac de chips au dépanneur. Écoutez, il y a 40 des ventes d'armes qui sont faites sans certification du casier judiciaire, sans vérification du casier judiciaire, sans vérification de l'identité de l'acheteur. Donc, on veut maintenant resserrer ça. Interdiction des armes d'assaut, comme ça a déjà été le cas, et interdiction des chargeurs de plus de 10 balles. Mathieu Bock-Côté, il me semble que ça tombe sous le sens. Oui, ça tombe sous le sens, je crois, pour toutes les nations occidentales, sauf pour la nation américaine, qui a une histoire là-dessus tout à fait singulière. Hein. C'est-à-dire, il y a un rapport aux armes aux États-Unis qu'on trouve nulle part ailleurs en Occident. Je dis souvent, on nous parle, par exemple, des droits des chasseurs. Bon, mais entre l'admiration pour un fusil de chasse et l'admiration pour un AK-47 qui peut tirer 70 balles à la minute ou j'en sais rien, on passe d'un monde à l'autre. Et aux États-Unis, il y a une fascination pour les armes d'assaut. Il y a une fascination pour les armes militaires. Il y a une espèce de fascination morbide, devrais-je dire, pour cette culture de la violence. Et aux États-Unis, donc, on aura beau multiplier les lois, et il faut multiplier les lois, il ne faut jamais oublier qu'il y a un problème culturel plus profond qui va devoir se régler. Et régler un problème culturel, ça peut prendre beaucoup de temps. Ils sont dus pour une révolution culturelle, est-ce que tu dis, Mathieu, c'est ça? Ben, je dirais, ce qui est certain, c'est qu'ils sont dus pour une espèce de choc d'éveil. C'est-à-dire, à un moment donné, une nation où chacun peut s'acheter... je comprends la logique. Mettons que je me mets dans la peau d'un Américain. J'imagine le père de famille qui veut défendre sa famille si quelqu'un attaque. Allons-y pour le pistolet. Il va à la chasse, allons-y pour le fusil de chasse. Mais le fusil d'assaut, la mitrailleuse, la mitraillette, à partir de ce moment-là, on entre dans le délire. Dans une société moderne, démocratique et ainsi de suite, on n'a pas besoin de ça. Et l'imaginaire étrange qui amène les Américains à avoir un rapport presque érotique aux armes à feu, ça, c'est quand même quelque chose dont les Américains vont devoir prendre conscience et manifestement ne sont pas tant à la veille que ça de prendre conscience de ça. Isabelle Maréchal, Janet Jackson montre un bout de son sein à la télévision, scandale national, mais on peut montrer, par contre, aux heures de grande écoute, des films hyper violents et il n'y a aucun maudit problème. C'est quand même sincèrement, moi, là. si tu me demandes, pour moi, la NRA, la National Rifle Association, on les a entendus dernièrement dans une émission américaine. On entendait le président, c'est un terroriste, ce gars-là. C'est un terroriste. Et puis là, on voit des images. Il n'y a pas beaucoup de filles, on s'entend-tu? Il y a beaucoup de gars. Alors, c'est Mathieu qui parlait d'un rapport érotique. Il y a quelque chose de puissant, probablement, à tenir une arme et à se sentir plus fort qu'on l'est véritablement. Moi, je trouve que c'est... Oui, il y a un rapport très historique. Là, on parlait de l'Indien puis du cowboy. C'est vrai que le Far West américain, il est né en plein cœur de l'Amérique, qui n'est pas une Amérique qui est représentative sur les côtes est et ouest. Non. Il y a pas mal moins de gens qui ont des armes à feu que dans le centre des États-Unis, beaucoup plus de droite d'ailleurs. Mais la NRA, il est à peu près temps, je pense que par rapport à ce qu'a dit Obama hier, puis on espère que ça va être entériné, parce que là, c'est pas fait, là. Ça, c'est oui, tout à fait. C'est pas fait. Et Louise Baudouin, la dernière publicité de la NRA, on vise le président en disant qu'il est hypocrite. Pourquoi? Parce que ses filles sont protégées par des gardes du corps armés. Alors, ce qu'on dit, et ça, c'est à la télévision, on dit votre président, il juge que ses filles doivent être protégées par des hommes armés, mais pas vos enfants. Voyons, non, c'est bien niaiseux. Ce sont les filles du président. Oui. C'est sûr qu'elles doivent être protégées par des gardes du corps. C'est rendu, c'est du délire. Oui, c'est très, très, très malsain, tout ça. Mais moi, la violence de la politique aux États-Unis, je dois dire que ça me... À chaque fois, pendant la campagne électorale, on l'a vu, cette violence-là, dans les publicités, justement, des républicains, de certains
certaines publicités des démocrates, mais quand même, c'est en général moins pire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le président Obama, qui est, on le sait, mou des fois. En tout cas, moi, j'étais un peu déçue de son premier mandat, mais j'étais très contente qu'il soit réélu. Et donc, là, on a l'impression qu'il a décidé de ne pas plier les chines. Ça lui vaut ces publicités-là, mais de ne pas plier les chines devant ce qu'Isabelle appelait avec raison les terroristes de la NRA. Alors là, ça, on espère qu'il fait ce qu'il peut avec les pouvoirs qu'il a comme président. Puis le restant, bien, ça va dépendre du Congrès, qui est quand même, vous le savez, dominé en majorité par les républicains. Tout à fait. Mathieu Bock-Côté, là, tu parlais tantôt de culture. On sait, je veux pas blâmer le cinéma, les jeux vidéo, c'est peut-être facile, mais d'un autre côté, quand j'entends des gens dire il n'y a aucun impact, il n'y a absolument aucun impact, un enfant peut regarder de l'âge de 4 ans jusqu'à 47 ans plein de films violents et jouer à des jeux vidéo hyper violents et ça n'aura aucun impact sur lui. Je me dis, les autres aussi peut-être prêchent par angélisme. Oui, ben, je crois qu'on est dans une société là-dessus qui a une forme de conditionnement culturel à la normalisation de la violence. Puis Dieu sait que je ne veux pas là-dessus faire ma vieille femme prude. C'est-à-dire, il est normal que dans... vieux gars aussi. Ou le vieux gars prude aussi. Mais il est normal que dans certains films, il est normal, la violence existe et elle doit être mise en scène d'une manière ou de l'autre. Mais dans la société américaine, encore une fois, on ne peut pas croire que cette culture qui normalise la violence, puis on pourrait aller plus loin par rapport dans l'horreur, qui normalise dans le cinéma d'horreur pour les adolescents et ainsi de suite, je crois qu'il y a comme des digues culturelles assez fondamentales, des repères de sens commun qui se sont effondrés au fil des années et on se retrouve dans une société du free-for-all, une société aussi, une très grande valorisation du rapport de force, hein. C'est-à-dire le droit, la culture, la civilité sont moins valorisés aujourd'hui qu'une espèce de force sauvage. Il y a une forme d'ensauvagement de la société américaine qui est visible à travers ça. Pas seulement de la société américaine d'ailleurs ici. Donc oui, on baigne dans une culture qui a un rapport trouble à la violence, qui normalise la violence, et je ne suis pas certain de ce point de vue. C'est pour ça que je disais tantôt, des lois et des lois, oui, mais n'oublions jamais que la culture se transforme beaucoup plus lentement que ne se transforme une loi au Parlement. Et quand on sait en plus qu'aux États-Unis, le pouvoir présidentiel est beaucoup moins fort qu'on ne le dit sur ces questions-là, eh bien, on peut être pessimiste raisonnablement pour les États-Unis. Oui, Isabelle. Mais j'allais dire, c'est sur la question de l'impact de la télévision, des jeux vidéo, tout ça, c'est assez documenté hein, que c'est pas bon pour les jeunes et les moins jeunes. Et il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a des experts, des pédopsychiatres qui se sont prononcés et qui ont dit il faut éviter des comportements. Puis encore dernièrement, même sur la sexualité des jeunes, on se rend compte que dans les premiers rapports sexuels, il y a énormément de composantes de violence. Les jeunes filles se font agresser psychologiquement, même sexuellement par leurs jeunes copains. Puis elles vont même accepter ça parce que l'image de la fille, c'est l'image de la prostituée. Ouais. Puis l'image dans la pornographie, on voit ça beaucoup. Oui, puis l'image du gars, c'est le pimp, le proxénète. Alors même les jeunes, dans ce qu'on leur présente comme étant la norme, c'est des images qui sont complètement, qui sont, à mon avis, très dommageables. Et une question qu'on peut se poser aussi, est-ce que ce n'est pas une question aussi de santé mentale, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas suffisamment aux gens qui ont des problèmes dans la tête? On en parle tout de suite après la pause. On va en parler tout de suite. Oui. C'est des mesures concernant la santé mentale pour avoir de meilleures analyses, puis de meilleures préventions, puis de savoir qui ne devrait pas justement se retrouver avec ses fusils. Bien, tout à fait, tout à fait. Donc, ça fait partie de ses préoccupations. Tout à fait. On en parle tout de suite après la pause. Alors, nous parlons de Barack Obama et des armes à feu aux États-Unis. Il y a Zoé au bout du fil. Zoé, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, M. Martineau, puis bonjour à vos invités. Donc, voilà. Donc, j'avais moi juste quelque chose à dire là-dessus. C'est que vous parliez au fait des enfants puis des adolescents, peu importe l'âge, qui regardent les films violents, donc à la télé, puis les jeux vidéo, etc. Et donc, moi, je trouvais ça juste hypocrite, un peu exagéré, parce que si on peut regarder la violence pour ces âges-là, peu importe l'âge, on n'a qu'à regarder la télévision, on n'a qu'à regarder les informations.
parce qu'il y a de la violence partout. Donc, dès qu'on allume la télévision, donc quelle que soit la chaîne, notamment la vôtre ou peu importe, donc on voit de la violence, que ce soit en Afghanistan, etc., les bombardements, les attentats. Donc, on voit de la violence, mais ça, c'est de la vraie violence. Alors qu'avec les jeux vidéo, on sait que c'est des jeux, puis avec la télé, on sait qu'il y a des mises en scène, etc. Donc là, il y a quand même... Ce que vous dites que la vraie violence, voir la vraie violence, c'est peut-être plus dommageable que voir la violence fictive. Mathieu, merci beaucoup, Zoé. Mathieu, tu n'as pas l'air d'accord, toi. Non, mais il y a une différence entre la violence qui habite le monde réel, qu'on cherche à contenir et ainsi de suite, et l'esthétisation de la violence, hein, à la Tarantino, pour le dire ainsi. L'érotisation de la violence, et qui n'est pas seulement visible dans les pow-pow à fusil, mais qui est visible aujourd'hui dans la pornographie, dans la banalisation du cinéma d'horreur et ainsi de suite, qui est visible aussi dans le cinéma hollywoodien en général, où il est légitime avec un seul fusil de tuer 50 personnes en l'espace d'1 minute et demie. Donc c'est une culture qui aujourd'hui esthétise la violence et c'est ça le drame. Autrement dit, la violence réelle, dans le monde réel, on cherche à la refouler, à la civiliser, à la repousser. Dans notre culture, on esthétise ça comme s'il y avait quelque chose de désirable là-dedans. Ça, je pense que c'est une espèce de culture de mort étrange qui flotte ici et là et qui mérite d'être critiquée, me semble-t-il, surtout, encore une fois, aux États-Unis, qui en est un peu le siège. Et Louise Baudouin, c'est une société extrêmement individualiste, on le sait, on a perdu un peu le sens de la communauté. Avant, le petit coon, la communauté, on en prenait soin tout le monde. Là, maintenant, il y a des gens qui sont totalement... Ça va pas dans leur tête, ils sont tout seuls dans leur coin, ils n'ont pas vraiment d'encadrement, ils n'ont personne à qui parler. Et à un moment donné, ça finit par exploser. C'est un des problèmes aussi, là. Oui, dans toutes nos sociétés, je pense qu'on est... on est victime, en quelque sorte, de ça, et c'est de plus en plus le cas. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est souvent pire qu'ailleurs, mais ça projette l'avenir pour nos propres sociétés. Alors, il faut être extrêmement attentif à tout ça. Et quand on voit, moi je crois aussi, quand on voit toutes ces inégalités de revenus socio-économiques qui augmentent d'année en année, et que la mondialisation, dans ce qu'elle a de pire, parce qu'elle a un côté fabuleux, la mondialisation positif, mais dans ce qu'elle a de pire aussi, qui s'étend sur toutes nos contrées, eh bien, je pense que ça aide pas non plus à faire en sorte que on soit comme individu, le mieux équilibré possible et comme collectivité non plus. Isabelle, j'ai vu sur Internet, j'ai vu des gens, des Américains qui ont reçu des armes d'assaut en cadeau de Noël. Et même la même arme qui avait servi pour la tuerie de Newton. Non, mais au lendemain, il y a des gens qui sont allés s'en acheter pour se protéger eux-mêmes. On parlait de la NRA tout à l'heure. Leur devise, c'est résister et combattre. C'est ça la mentalité américaine. Évidemment, on peut toujours dire les Américains, eux, mais je pense qu'il faut aussi faire l'effort de se regarder. Puis c'est sûr que tout est pire chez eux, comme disait Louise Baudouin, mais nous aussi, il faut qu'on se responsabilise. Puis il faut qu'on dise... Moi, tu vas voir des shows au Centre Bell qui sont violents, où il y a des images hyper sexistes, où tu as des petits-enfants, des petites filles de 8 ans, où tu as des chanteuses à peine habillées. Est-ce que c'est ça aussi comme image? Il y en a qui vont dire j'exagère, mais tu sais, ma fille de 10 ans appelle ça les films piou-piou, puis elle veut pas regarder ça. Les films piou-piou, là, ça fait piou-piou. Ça tire tout le temps. Puis tu peux compter le nombre de cadavres par film. Là. Fait que tu as le film où il y en a 35, puis où il y en a 120 qui meurent. Il y a plusieurs causes à ça aussi, Mathieu. Il y a les paranos aussi qui nourrissent leur paranoïa sur Internet. On l'a vu, là, un des porte-parole de la NRA récemment sur CNN affirmait qu'il était convaincu que les Américains étaient derrière les attentats du World Trade Center. Et c'est pour ça qu'ils semblent, parce qu'ils attendent la prochaine guerre mondiale et tout ça. C'est des coucous, ça. Oui, bien, ça, j'allais justement revenir là-dessus. C'est-à-dire, il y a un phénomène spécifique à la société américaine ici, c'est celui des milices, notamment. Et de tous ces mouvements survivalistes, radicaux, qui fonctionnent à la paranoïa politique, hein, ce qu'on appelle le style paranoïaque en sciences politiques pour parler de ces gens-là, eh bien, ce sont des gens qui sont souvent persuadés que l'État américain complote contre eux, qui sont persuadés que l'État américain conspire avec l'ONU pour asservir le peuple américain, qui sont dans une logique de paranoïa politique et qui cultivent justement l'idée de on va s'armer, on va faire des milices pour être justement capable de se soulever, de se libérer le jour où l'État fera un coup de trop contre nous. Donc, dans les marges de la société américaine, mais ce sont les
marges qui ne sont pas, je dirais, si minces que ça, il y a des idéologies politiques toxiques qui circulent. Et là, il faut évidemment pas tout mélanger. C'est pas l'ensemble de la société américaine. Je dirais, c'est même pas l'ensemble, loin de là, du Parti républicain qui est composé de gens normaux, civilisés, qui pensent pas la même chose que les démocrates. Je dis, dans la périphérie du système politique, il y a ces courants survivalistes, ces courants marginaux, ces courants hyper radicaux, miliciens, pour qui, finalement, la violence est un instrument de libération contre un État fédéral oppresseur. Donc ça, il faut tenir compte de ça aussi. Et ça, je m'excuse, c'est spécifiquement américain. Oui. On trouve pas ça ailleurs en Occident. Le Ku Klux Klan, c'était ça à l'époque, d'ailleurs. Mais ce qu'on voit dans la société américaine, c'est de plus en plus de polarisation. Oui. Et ça, c'est globalement, là, en dehors, justement, des marges dont Mathieu vient de parler, qui sont peut-être spécifiquement américaines, même si ici aussi, là, puis en France, j'en lis, là, des paranoïaques qui nous expliquent justement que 9/11 n'a jamais eu lieu, que ceci, cela, là, puis pas besoin d'aller trop loin pour en trouver même. Et le clash gauche-droite, tout est de la faute de la gauche, tout est de la faute de la droite, puis les gens de ça. Mais aux États-Unis, le dysfonctionnement de plus en plus perceptible du système politique américain est dû à cette espèce de polarisation. Avant, on trouvait des démocrates près des républicains, des républicains près des démocrates, puis il y avait comme... Et là, le climat est vraiment empoisonné. Voilà. Après la pause, justement, pour éviter un climat empoisonné entre les francophones et les anglophones ici, est-ce qu'il faut tenter de les rapprocher? On en parle après la pause. Alors, on parlait là, de polarisation de la politique aux États-Unis. On va maintenant parler du Québec. Est-ce qu'il y a une polarisation entre les communautés anglophones et francophones? Cet après-midi, Jean-François Lisée et Diane Lecourcy vont présenter un programme destiné à rapprocher les deux communautés. Louise Baudouin, est-ce que c'est nécessaire, ce programme-là? Est-ce qu'on est rendu là? Bien, je pense que ça a toujours été nécessaire. Puis là, c'est le Québec Community Group, qui est quand même un regroupement, beaucoup d'organismes anglophones dans les régions, que ce soit à Sherbrooke ou que ce soit même à Québec. Donc, il y en a 41 là, qui sont regroupés dans le Québec Community Group et qui sont des gens tout à fait parlables et tout à fait... on peut discuter avec eux. Alors qu'il y a des programmes de rapprochement qui ont toujours d'ailleurs existé, mais qu'il y en ait des nouveaux qui touchent particulièrement la jeunesse. C'est un jeune artiste québécois anglophone qui a eu cette idée-là, qui a innové dans ce sens-là. Pourquoi pas? Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et là, c'est un message que j'envoie à mes ex-collègues et toujours amis du Parti québécois, il ne faut pas oublier qu'il faut abolir les écoles passerelles, et ça, c'est pas dans le projet de loi que Mme de Courcy et Mathieu rendu public, etc. Donc, il ne faut pas oublier l'essentiel, qui est le français, langue commune, là. Bon. Mathieu Bocoté, on dit qu'il y a un fossé qui s'agrandit entre les anglophones et les francophones. Est-ce que c'est nous, les francophones, on ne se rapproche pas suffisamment de la communauté anglophone? Ou c'est eux qui veulent rien savoir et qui ne veulent pas se rapprocher de nous? Bien franchement, quand lors de la dernière élection, je lisais la Montreal Gazette et que je voyais, on disait des souverainistes, à peu près que c'était des militants fanatiques, des gens qui étaient tentés par le nationalisme d'exclusion, une forme de la recherche de la pureté raciale, a-t-on même dit à l'occasion. Eh bien, il y a une forme quand même d'anti-souverainisme si radicale qu'il excite les tensions entre anglophones et francophones, qui sont par ailleurs pas si graves que ça. Hein. On n'est pas en Irlande du Nord ici, on n'est pas dans le sud des États-Unis, ce sont des tensions tout à fait vivables. Mais il est vrai qu'en ce moment, il y a une radicalisation d'une partie de l'establishment anglophone qui, comme on dirait, va en finir avec le mouvement souverainiste qu'on voit comme la frange non éclairée des francophones québécois. Donc oui, il y a des tensions politiques, mais rappelons-nous que ce ne sont pas des tensions civiles, ce ne sont pas des batailles dans les autobus, c'est pas des roches qui se lancent, et ça, c'est quand même un climat civilisé qu'on maintient. Mais une fois, cela dit, c'est que tant qu'on n'acceptera pas l'idée que le Québec est une société francophone où le français n'est pas une langue sur deux, mais la langue de référence de l'espace public, celle à laquelle on doit s'intégrer pour vivre ensemble, eh bien, tant qu'on n'acceptera pas cette idée-là, il va y avoir des problèmes, c'est sûr. Isabelle, il y a encore les solitudes qui existent. Moi, je pense qu'on parle d'un problème montréalais, Richard. Dès qu'on sort de Montréal, qui est quand même représentatif de la moitié du Québec, là, la moitié des Québécois vivent dans la grande municipalité, dans la grande agglomération, le Montréal métropolitain. Dès qu'on sort de là, tu vas en Gaspésie, les gens, ils parlent québécois, puis il n'y a pas beaucoup d'anglais. Il n'y a pas beaucoup d'immigrants, mais il n'y a pas beaucoup d'anglais non plus. Je pense que c'est un problème montréalais. C'est vrai que tu vas au centre-ville. Moi, j'ai vu
au cours des 2-3 dernières années, une espèce de perte du français. Ah, c'est oui. vrai que dans les magasins, tu as de la misère. Il faut vraiment que tu t'ostines. Tu as l'air du... Moi, je passe tout le temps pour la nationaliste finie. Puis c'est correct, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut le demander. Est-ce que vous pouvez me parler en français? Moi, j'avoue que ça m'horripile. Et J'ai de la certains misère à anglophones aussi. supporter. Certains Mais- anglophones aussi, on leur présenterait des photos de Julie Snyder, Guy Ils Lepage savent et Véronique pas qui c'est. Cloutier, puis ils savent même qui pas c'est qui. Non, effectivement. Mais en même temps, il y a un très bon exemple, Simple Plan. Simple Plan, Oui. c'est des jeunes francophones, anglophones du West Island, de l'ouest de l'île, devrais-je dire, qui parlent français, qui parlent anglais, qui chantent en français, qui chantent en anglais. Moi, je trouve que c'est un bel exemple pour la jeunesse québécoise. Moi, mes 2 filles sont bilingues et je pense que les jeunes veulent être bilingues. Oui, Louise, Ils rapidement. veulent sortir du Québec, puis Oui. c'est Louise, tout à fait rapidement. correct. Oui, alors sortons du Québec. Moi, je suis indépendantiste par ambition internationale. Alors donc, ça ne me gêne pas que l'on soit bilingue, trilingue, individuellement. Toute la question, c'est le bilinguisme institutionnel. Et là-dessus, là, il faut pas s'embarquer là-dedans. Il faut donc que le français demeure cette langue, en effet, commune, publique, commune, et celle des institutions Merci. québécoises. Il le faut absolument. Merci Et beaucoup, ça, Isabelle. Merci beaucoup, Louise Baudouin. Non Merci beaucoup, négociable. Mathieu Bock-Côté. On s'en va pour le meilleur, pour le pire. Merci.